Bonjour à tous les auditeurs, vous êtes sur Radio J et vous avez bien raison. Notre station a souhaité, à l'occasion des nouvelles élections au poste du Grand Rabbinat de France, recevoir tous les candidats. C'est la raison de cette spéciale élection et nous nous sommes attachés à respecter pour les 3 candidats les mêmes conditions d'interview, le même temps d'antenne, afin que chacun puisse développer sa vision, son projet. Pour notre part, nous devons rappeler à nos auditeurs que c'est un conseil, un collège des grands électeurs qui élit le Grand Rabbin de France. Ce collège est composé des représentants des différentes communautés juives à l'échelle de leur taille. Par exemple, Paris a 60 électeurs, Marseille 20 électeurs, Lyon 16 électeurs, Nice 11, Toulouse 6. Et à ces électeurs s'ajoute le directeur de l'école rabbinique, un collège de grands rabbins régionaux et 10 rabbins désignés par l'association des rabbins. Au total, 330 grands électeurs. Et cette élection se déroulera le 6 juin prochain 2021 sous l'égide du consistoire central. Et pour être élu, le candidat doit réunir sur son nom les 2/3 des suffrages exprimés. Le Grand Rabbin de France qui sera élu pour une période de 7 ans, renouvelable une fois consécutive. Nous allons donc recevoir chaque candidat dans le respect pour mieux connaître et comprendre les raisons de leur engagement. Alors, nous allons recevoir aujourd'hui le Grand Rabbin de Sarcelles, Laurent Béros. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1967, vous avez suivi votre formation rabbinique dans différentes institutions rabbiniques prestigieuses, l'école supérieure talmudique Knesset Chizkiyahu. Vous vous êtes spécialisé de 1990 à 1993 sur le code des lois juives, c'est-à-dire vous avez décortiqué, décodé, si on peut dire, le Shulchan Aruch. Vous avez suivi l'étude en psychologie avec le rabbin Weiss pour devenir conseiller conjugal. De 1994 à 2003, vous êtes rabbin à Montpellier et là, vous allez participer à la construction de la Maison pour tous, ainsi que de l'école primaire Beth Yosef et du collège plus tard. Vous êtes nommé ensuite rabbin du Languedoc-Roussillon et en 2004, vous êtes nommé aumônier militaire. Aujourd'hui, vous êtes grand rabbin de Sarcelles, conseiller à la sécurité auprès du préfet du Val d'Oise, c'est pas banal. Et vous avez reçu l'Ordre national du mérite. Alors nous allons, si vous le voulez bien, monsieur le rabbin Béros, pour nos auditeurs, essayer de réfléchir à tous les chantiers du judaïsme français que vous aurez, si vous êtes élu. Laurent Béros, pour beaucoup d'entre nous, c'est une décision audacieuse et courageuse, je dirais, celle de vous présenter à la candidature du Grand Rabbinat de France pour servir le judaïsme français et le judaïsme consistorial. Monsieur le rabbin, pourquoi ce choix et quelle est votre vision? Merci pour cette introduction. Mon choix, c'est l'engagement. Aujourd'hui, je consacre la totalité de mon temps à la communauté, au niveau départemental, puisque j'ai l'honneur de diriger le Val d'Oise, où se trouvent 30 000 juifs. C'est un grand département avec des communautés denses, diverses et variées. Et mes journées, elles commencent à 5 heures du matin, elles se finissent à minuit, grosso modo. Et donc, ce temps-là... C'est une métaphore ou c'est une réalité? C'est une réalité. C'est une réalité de tous les jours. Et ce temps-là, c'est un temps que je consacre pour les autres. Et en voyant ce qui se passe en France aujourd'hui, je me suis dit qu'il n'était pas complètement stupide d'utiliser, de donner cet engagement pour les autres au niveau national. Donc ce qui me pousse un petit peu à me présenter, c'est la réussite au niveau départemental et ma réussite avec les autres, parce que on aura peut-être l'occasion de le redire, je pense qu'un rabbin ne réussit rien seul et que c'est grâce à l'ensemble de sa communauté, de ses associations, de ses fidèles que les choses sont possibles. Donc j'ai réussi dans un département, j'ai réussi dans une région, dans le Languedoc-Roussillon, en fédérant, en essayant de mettre en place des structures, mais en faisant en sorte que ces structures continuent à vivre. Ma fierté, c'est pas d'avoir fait une école, c'est pas d'avoir construit un mikvé ou d'avoir construit un collège, c'est de savoir qu'aujourd'hui, ce collège, cette école et ce mikvé continuent à fonctionner. C'est ça le plus important. Il ne faut pas faire simplement un édifice, mais il faut le faire vivre et le faire vivre
à l'éternité. Mais votre programme, c'est pas simplement construire un mikvé. Bien entendu. Mon programme, c'est construire les communautés, accompagner la communauté, accompagner nos rabbins, qui sont parfois seuls dans... Alors, justement, on va dérouler, si vous le voulez bien, justement le programme sur 5 ou 6 points. Alors, un rabbin, est-ce que vous serez un rabbin au service des rabbins? C'est-à-dire, et quelle proposition vous faites? Pourquoi je vous pose cette question, Monsieur Béros? Parce que dans nos différentes banlieues, pour parler que des banlieues, il y a des jeunes rabbins qui sont en poste, qui font un travail remarquable, mais qui ont des problèmes de couple, qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes d'économie, qui ont des problèmes de solitude. Et ils se sentent abandonnés par les hiérarchies. C'est pour ça que la question de dire du futur rabbin de France, quelle va être sa place face au milieu de ces jeunes rabbins? Comme de partout, on ne peut pas avoir des gens sur le terrain sans venir à leur aide, sans être là, présent pour leurs besoins financiers, mais pour les aider à impulser quelque chose dans leur communauté. Je vois parfois, effectivement, vous parler de rabbins qui peuvent avoir des problèmes de couple. J'ai le cas, quand j'étais à Montpellier, alors je tairai la ville... Je rappelle que vous êtes conseiller conjugal. Je tairai la ville pour ne pas froisser ce rabbin, mais un rabbin sorti de l'école rabbinique est parti dans une petite ville de province. Sa femme est parisienne, elle ne connaît pas la province, elle arrive dans une petite ville où il y a un minyan la semaine, où il y a un minyan le Shabbat, il n'y a pas de cachère, il n'y a pas de jeunes de son âge. Cette femme a commencé à déprimer. Le rabbin m'appelle, j'étais alors rabbin régional, donc ma femme l'a pris un petit peu sous ses ailes, elle l'a amené à l'école, elle lui a donné une petite place pour essayer d'enseigner. Ensuite, mais très vite, Vous voulez nous dire que votre femme est aussi co-candidate dans cette élection? Ma femme est co-candidate. Je crois que si je deviens grand rabbin de France, ça sera le premier grand rabbin de France avec moi, puisque je ne peux, j'associe tout ce que je fais. C'est grâce à elle, parce que le temps, l'énergie et les conseils qu'elle donne sont tellement importants que je considère qu'elle est effectivement, on est des co-conducteurs et on dirige cette communauté ensemble. Et donc, pour vous dire, pour vous faire court, eh bien, ce couple a à la fin divorcé. Et pourquoi il est divorcé? Tout simplement parce que il n'était pas prêt à aller dans cet endroit. Je pense qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un parce qu'il faut l'envoyer en province sans savoir qui est sa femme, quelles sont ses capacités. Vous avez des femmes qui sont capables de faire des choses. Je suis arrivé à Montpellier, exactement, avec une valise et 2 enfants. Et ma femme, tout de suite, a pris les choses en main. Elle a fait des cours. Elle s'est occupée. Il y a des femmes qui ne sont pas comme ça. Et on doit l'accepter. On ne peut pas toujours penser que les gens sont comme nous. C'est ça la force, je pense, d'un dirigeant. C'est de savoir que chacun a sa spécificité et que on doit accompagner chacun dans ce qu'il est et pas dans ce qu'on veut qu'il soit. Alors, si j'entends bien ce que vous dites, monsieur le grand rabbin Béros, c'est que vous allez vous engager dans une garantie pour tout rabbin qui sort du séminaire israélite de France, de trouver donc un poste convenable dès l'obtention de son diplôme, avec une garantie de salaire minimum et un véritable contrat et un véritable plan de carrière. C'est ce qui manque aujourd'hui. On y reviendra peut-être pour la formation des rabbins, mais le plan de carrière est quelque chose qui est gravement manquant à notre système. C'est la possibilité de pouvoir grandir. Il est rabbin aujourd'hui, est-ce qu'il pourra devenir rabbin régional, puis grand rabbin? Aucune perspective aujourd'hui n'est donnée par qui que ce soit. Et cela amène parfois certains rabbins à se laisser aller. Alors vous allez me dire, c'est pas très noble de la part d'un rabbin de vouloir la récompense, mais on sait très bien qu'il y a un adage talmudique qui dit que mitor shelo lishma balishma, à savoir que parfois l'intérêt peut nous amener ensuite à être complètement investi dans une mission. Donc je pense qu'il est important de donner un plan de carrière, de donner des perspectives à nos rabbins. Et de revaloriser le diplôme du séminaire israélite de France? De le revaloriser en faisant un partenariat avec Israël. On y reviendra peut-être dans la nouvelle refonte de la formation des rabbins, mais j'ai déjà pris un ancrage avec le grand rabbin d'Israël qui est tout à fait d'accord
C'est-à-dire une formation complémentaire et à l'école rabbinique Paris et une formation complémentaire en Israël. Alors, est-ce que vous voulez être intéressé que je vous parle de la réforme du Oui, oui, absolument. Voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, d'abord, un constat. Je profite, je suis un homme de terrain, et donc j'ai constaté et j'ai pris des chiffres. Ça fait 7 ans que j'observe la communauté, et je me suis rendu compte que nos enfants, quand ils sont à l'école juive, qu'ils ont fini leur cursus et passé le bac, 20% des enfants partent à la yeshiva. Maintenant, lorsqu'on essaye de coincer ces enfants-là pour leur dire « restez en France, ayez un diplôme rabbinique », ils vous disent « mais ça dure combien de temps ?» On leur dit « ça dure 5 ans ». Eux ne sont pas encore déterminés dans leur choix. Ils ont envie pour l'instant d'étudier, de découvrir, de connaître la langue. Donc, on leur dit 5 ans. Oui, au bout de 5 ans, je deviens quoi? Ben, on va vous donner une communauté. Quelle communauté? Une petite, une moyenne? Et on n'est pas capable de leur répondre. C'est inadmissible. Donc, plutôt que d'essayer de faire ce qu'on a envie de faire, d'utiliser un système qui était très bon, le séminaire rabbinique, mais il est archaïque aujourd'hui. Aujourd'hui, la réalité, c'est que 20% de nos jeunes partent soit en Angleterre, soit en Amérique, soit en Israël, pour avoir des études poussées et en même temps se familiariser avec la langue, que ce soit en Amérique ou en Israël. Et donc je propose d'établir un cahier des charges entre eux et créer des passerelles entre le séminaire et ces écoles rabbiniques pour donner d'abord des acquis que l'on veut, la force du Talmud, de la loi juive, bien entendu, mais de la morale aussi, de tout ce qui est moral, parce qu'on ne peut pas avoir des rabbins qui ne font que du Talmud et de la halakha. Ça voudrait dire qu'on a une Torah sans parole. La Torah, elle est orale. Et donc la Torah écrite, elle ne parle pas. Il faut la parler pour qu'elle puisse nous dire quelque chose et nous enseigner quelque chose. Donc je pense qu'il faut créer ces passerelles-là, en partenariat avec ces écoles-là, que nous choisirons, bien entendu de façon collégiale. Et au bout de 2 ans, je propose que la 3e année soit une année... Mais vous allez choisir des institutions israéliennes qui sont dans la chita du judaïsme français, ou vous allez les intégrer dans des institutions charédites qui vont être déconnectées avec la réalité du judaïsme français. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle je veux que ce partenariat se fasse qu'avec des yeshivot francophones. C'est-à-dire que dirigés par des Français, des rabbinim français qui ont la culture française, qui ne sont pas, on va dire, enfermés parfois dans des carcans qui ne nous conviennent pas. Et donc, ça sera uniquement des endroits francophones. La 3e année, je propose qu'ils reviennent, on verra où, mais qu'ils reviennent en tous les cas, pour faire une année complète, pour apprendre la spécificité du judaïsme français, pour apprendre les lois de la France. Car nous sommes soumis à des lois, on ne peut pas marier quelqu'un sans qu'il soit passé à la mairie, les divorces, comment ça marche, et donc il y a tout un cursus qu'on doit connaître. Ça sera la 3e année. Et je réduirai de 5 ans à 4 ans. La 4e année, je veux uniquement des stages. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des rabbins très compétents. Nous avons des grands rabbins qui ont de l'expérience. Pourquoi ne pas mettre à profit ces jeunes rabbins qui ne connaissent rien de la communauté, rien de la réalité communautaire, des difficultés devant lesquelles parfois un rabbin ne s'imaginerait jamais qu'il pourrait vivre une telle situation. Jamais. Eh bien, en étant coaché par un grand rabbin, par un rabbin de province, ces élèves rabbins vont d'abord prendre la réalité, le pouls de la communauté, et ils tourneront. Il n'est pas question qu'ils soient que dans des grandes communautés. Il faudra qu'ils fassent des stages. Ils ont 1 an. Donc, des grandes communautés, des petites communautés, des moyennes communautés et des communautés où parfois ils seront seuls. Pour découvrir toutes les sensibilités des communautés, toute la vie communautaire et l'identité des valeurs de la République. Pour tout ça, mais aussi pour connaître le travail. Mais pourquoi vous dites, monsieur Rabin Béros, que, je reprends votre terme, l'école telle qu'elle est aujourd'hui, elle est archaïque? Parce que c'est pas simplement sur le plan économique, parce c'est vrai qu'il y a 5 élèves aujourd'hui à l'école rabbinique, et c'est une dépense de près de 400 000 €, ça revient cher à un élève. Et donc, c'est aussi ça que vous voulez réformer, le côté économique, le côté connaissance et savoir et formation? Connaissance, savoir, et surtout recrutement. Aujourd'hui, le problème crucial aujourd'hui, c'est quoi? Mais vous avez des rabbins qui ne sont pas sortis de l'école rabbinique et qui occupent des grandes communautés en France.
c'est tout à fait exact. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a, eh bien, aussi à revoir comment certains acquis, d'accord, qui ont été faits pendant des années par des rabbins qui sont depuis 10-15 ans dans des communautés, comment faire pour les insérer dans ce cursus universitaire talmudique du séminaire et comment leur donner une équivalence. On doit donner une chance à tous ceux qui se donnent pour la communauté. Il n'est pas normal que des rabbins qui se donnent pour la communauté se voient dans l'interdiction de se présenter, par exemple, au poste de grand rabbin de France, de Paris, parce qu'ils n'ont pas un diplôme, alors qu'ils donnent toute leur vie pour la communauté. Donc, il est important de créer des passerelles aussi avec ces rabbins, mais de nouveau, je pense que il faut aussi donner cette envie à nos rabbins d'aimer la province. Vous voyez, la province, pour moi, c'est une richesse. C'est un laboratoire. C'est un laboratoire, mais c'est surtout une richesse. C'est là qu'on apprend tout. Moi, j'ai tout appris. C'est-à-dire l'expérience, elle commence par la province. Ouais, on ne peut pas commencer par Paris parce que pour développer son judaïsme, quand vous arrivez dans une communauté, il y a un Talmud Torah, il y a un Beth Midrash, il y a des fois un Kollel, il y a une structure cachère. Est-ce que le rabbin, pour vous, Laurent Béros, c'est aussi un bâtisseur? Vous êtes arrivé à Montpellier, vous avez créé des écoles, vous avez créé un mikvé, et il faut être un bâtisseur aussi? Il faut être un bâtisseur et surtout, il faut être endurant. Vous voyez, j'ai un rabbin qui m'a appelé dernièrement et qui m'a dit « Mais comment vous avez fait dans cette communauté pour avoir un minyan ?» Mais les gens ne savent pas que, en fin de compte, je publiais toutes les semaines sur ma newsletter de la communauté avec mon Dvar Torah qu'il y avait mincha tous les jours à 5 heures à Mazal Tov. Et à Montpellier. À Montpellier. Et donc, j'ai dit à ce jeune rabbin, je lui ai dit, tu sais, au bout de combien de temps j'ai eu minyan? Il me dit non. Je lui ai dit, pendant des années, il y a des gens qui pensaient qu'il y avait minyan. Et puis un jour, quelqu'un, il avait un nazir, il est venu. Et j'étais tout seul. Il me dit, mais vous êtes tout seul? Je dis, oui. Bon, je ne suis pas tout seul, je suis avec vous maintenant. Il me dit, mais ça fait des années que vous écrivez, il y a mincha. Je dis, oui, il y a mincha. Je suis tout seul, mais il y a mincha. Et donc, du coup, je lui dis, mais on est deux. Je vous propose de m'accompagner. Il m'a dit, OK. Et puis il dit, mais je vais appeler aussi un ami. Et doucement, doucement, on est arrivé à être 20, 30. Et c'est comme ça, en fin de compte, qu'on a construit les choses. Je pense qu'il faut de l'endurance. On ne peut pas réussir du jour au lendemain les choses. C'est comme l'éducation, c'est comme les couples, c'est comme la Torah. Du jour au lendemain. On a bien compris, Laurent Béros, que vous voulez, dans vos propositions, je résume, assurer un salaire décent pour chaque rabbin, accompagner dans l'obligation statutaire les jeunes rabbins pour servir en province, comme vous dites. Vous voulez aussi renforcer l'accompagnement et le suivi des carrières rabbiniques pour briser, comme vous dites, leur isolement. Et vous voulez créer un grand pôle de recherche rabbinique au sein du Séminaire israélite de France, par exemple, avec un partenariat en Israël. Très bien, mais donc comment vous allez favoriser, comment vous allez ouvrir, comment vous allez développer? Est-ce que vous allez prendre des relations, si vous dites à un rabbin, vous allez l'envoyer dans une yeshiva du Rav Kook, au Technion, à quoi vous pensez en Israël? Je sais que vous êtes un rabbin qui soutenait Israël. Je pense qu'aujourd'hui, tous les juifs sont nécessaires à la réussite du peuple juif. Et qu'on n'est plus dans des années où on pouvait faire le choix de qui on prenait. Aujourd'hui, on doit prendre tout le monde. Il y a des gens extraordinaires de partout. Vous parlez du Rav Kook, vous parlez de Haïfa, du Rav Zini, que j'ai rencontré. Un monsieur extraordinaire. Il a ses idées, mais on a tous des idées. Et ce qui est formidable, c'est de pouvoir prendre ce qui est bon de chez chacun. Et donc, moi, ce qui est important pour moi, pour les élèves, c'est l'engagement. C'est de rendre nos rabbins des vrais militants. Je ne veux pas des fonctionnaires du culte, je veux des militants. Alors, vous avez évolué, Laurent Béros. J'ai évolué. Depuis 14 ans, vous avez beaucoup évolué parce que quand je me souviens que lors de l'élection du grand rabbin Bernheim, vous avez dit publiquement « Aucun rabbin ne peut se présenter contre un grand rabbin en place ». Vous revenez de ça, vous regrettez? Je me rappelle de cela. J'estimais que... Donc vous aviez dit que c'était une halakha. Une halakha. Vous regrettez ce propos? Non, une halakha, je pense pas que j'ai dit parce que c'est pas marqué. Si. Mais j'ai simplement dit que il restait très peu de temps au grand rabbin Sitruk pour être à sa retraite, et je pensais que vu les 21 années qu'il avait données, il n'était pas aberrant de le laisser terminer tranquillement ces 3 années qui lui restaient pour être à la retraite, et donc j'estimais que effectivement on devait le faire. Mais vous savez que cette politique, je l'ai appliquée à moi-même, puisque il n'était pas question pour moi de me présenter
à cette élection s'il n'y avait pas eu une autre candidature. C'est-à-dire que s'il y avait personne qui s'était présenté contre le grand rabbin Corsia. Mais comment vous expliquez que vous avez une très bonne image de marque, pas simplement à Sarcelles, dans la région, mais dans d'autres communautés, vous êtes cité en exemple. Comment vous expliquez? Écoutez, je ne sais pas, mais je peux vous dire que je travaille avec mon cœur. D'abord, c'est vrai ou c'est une métaphore là? Non, c'est bon, c'est vrai que je suis apprécié, mais si vous voulez... Quand on entend que vous vous levez à 5 h du matin et vous dormez à minuit, pas tous les rabbins sont sur le pont à cette heure-ci. C'est vrai, et si vous voulez... mais vous savez que quand vous vous couchez tard et que vous vous levez tôt, vous réglez plein de problèmes. Hier, pas plus tard qu'hier, 23h30, j'ai une dame qui m'appelle, sa fille, qui a un gros problème, qui veut quitter la maison, et elle voit sur son compte Instagram eh bien, que le jeune homme avec qui elle est lui demande d'enlever toutes ses photos où elle est un petit peu décolletée et dénudée. Et en fin de compte, elle se rend compte que c'est un islamiste et qu'elle veut partir à 23h avec ce jeune homme. Et donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Je prends ma voiture et je vais chez cette famille. Et je parle à la jeune fille et j'ai rendez-vous tout à l'heure à 15h avec elle. Laurent Béros, un rabbin de courage. C'est pas du courage, c'est de l'engagement. J'estime que nous sommes là pour être engagés, pour faire du travail. Je vous donne un exemple. C'est pas très... j'aime pas parler de moi, mais vous voyez, par exemple, je gère tous les hôpitaux aujourd'hui du Val d'Oise. Tous les directeurs d'hôpitaux me disent « Mais monsieur, vous êtes là tout le temps pour nous, quand on a besoin, pour les conférences, en réa, lorsqu'il y a des dons d'organes, en réa, lorsqu'on doit mettre une fin de vie dans le règlement de la loi Leonetti. Vous êtes là pour donner du cachère, vous êtes là pour soutenir les familles. Vous étiez là pour le Covid, ils m'ont décerné un prix pour avoir été l'aumônier le plus présent dans les hôpitaux. Et à qui vous allez raconter tout ça, Laurent Béros? Mais vous savez, je pense que dans la vie... Il n'y a que vous qui le savez. Oui, mais je pense qu'il y a des choses qui ne se racontent pas. Pas du tout, quand on est candidat. Oui, alors c'est une occasion, c'est une tribune. C'est une tribune. Aujourd'hui, j'ai une tribune, mais... c'est-à-dire que ça permet aux auditeurs de mieux connaître Laurent Béros. Parce que très souvent, on ne connaît pas les rabbins, etc. Mais là, cette dimension que vous développez, c'est très important. On va passer le chapitre... non, juste pour terminer l'idée, juste pour vous dire que le directeur m'a appelé et me dit « Mais monsieur le rabbin, on voudrait vous payer. » Et je lui dis que j'estime que ma mission de rabbin, pour laquelle je suis payé, eh bien l'hôpital, la visite aux malades, fait partie de mon travail. Et donc, je refuse d'être payé. Et vous voyez, quand vous agissez ainsi, eh bien, le directeur... eh bien, vous ouvre toutes les portes. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire pendant le Covid. J'ai pu les faire parce que, justement, j'avais cette relation et que ça forçait le respect, que de savoir qu'on pouvait travailler pour un engagement, pour des convictions et non pas pour de l'argent. Alors, Laurent Béros, on a parlé d'un rabbin au service des rabbins. On va aborder après une page en couleur, si vous le permettez, on va faire une pause, une page en couleur. Et on va parler d'un rabbin au service de la famille, des conversions, des hagounot et de la femme juive. Je suis toujours en compagnie de Laurent Béros et vous êtes avec nous sur Radio J, vous avez raison. On vient de parler avec le rabbin Béros, candidat au poste de grand rabbin de France, d'un rabbin au service des rabbins. On a vu un peu l'importance de l'école, de la formation, de l'expérience et vous nous avez expliqué un peu comment vous allez favoriser, comment vous allez ouvrir, développer, renforcer, créer et assurer le poste de rabbin à la sortie de l'école rabbinique. Alors maintenant, nous allons parler, Laurent Béros, d'un rabbin au service de la famille. Et c'est comment harmoniser, comment faire baisser les problèmes, par exemple, de coût de la vie dans les grands établissements cachers où les prix sont exorbitants parfois, comme on l'a vu pour Pessah, où les prix ont augmenté entre 12 et 30%. C'est scandaleux et je me bats pour ça au quotidien puisque je sillonne la France et grâce à mes contacts avec les chambres d'industrie, eh bien, je repère tout ce qui est agroalimentaire. Je signale au Grand Rabbinat de Paris pour qu'ils puissent faire une audite dans ces établissements-là
pour que notre petit calendrier de la cache-route devienne le calendrier de la redoute. Vous allez créer un poste à plein temps de chimiste consistoire pour vérifier tous les produits? Je pense que c'est pas un chimiste qu'on a forcément besoin. De deux? Je pense qu'on a surtout besoin de quelqu'un qui soit disponible et qui puisse se rendre là où on le veut, quand on le veut. Non, mais Laurent Béraud, c'est un permanent. Je parle d'un salarié permanent. Oui, il faut un permanent. C'est pas suffisant, un demi-poste. Il faut plus qu'un permanent. Il faut quelqu'un qui soit aussi intéressé. Engagé. Mais intéressé, on peut l'intéresser en lui disant « Vous allez aller dans des usines, on va vous donner le cahier des charges, on vous enverra ensuite quelqu'un, et vous serez intéressé par ce qu'on va faire. » Soit ça rentre dans le cas du calendrier du consistoire, parce que trop de communautés aujourd'hui n'ont pas de cachère. Vous imaginez, vous êtes rabbin, je vous donne l'exemple de Montpellier, je reviens toujours à mon exemple, mais c'est un peu ma force. À Montpellier, je disais aux gens, il faut manger cachère. Et c'est grâce aux fidèles que j'ai appris quelque chose d'extraordinaire. On me dit, mais vous nous demandez de manger cachère. Mais il n'y a rien de cachère à Montpellier. Donc, j'ai dit, vous savez, vous avez raison, eh bien, nous allons déclencher quelque chose. Et j'ai commencé à fabriquer des viennoiseries, des gâteaux, dans une boulangerie non cachère. Et j'allais le samedi soir, donc après la prière, jusqu'à 2-3 heures du matin, on travaillait, on fabriquait. Au début, on a vendu 50, 60 pains au chocolat. Laurent Béros, bâtisseur. Alors, la Viso nous a envoyé, vous connaissez la Viso, qui milite depuis longtemps sur le sujet du guet et des violences morales. Et elle s'interroge, ces femmes de la Viso qui font un travail remarquable, elles s'interrogent sur, monsieur le rabbin, quel type de mesures coercitives contre les maris récalcitrants allez-vous adopter si vous êtes élu grand rabbin de France? Encore une fois... On parle du guet et des hagounotes. Encore une fois, deux choses très importantes. D'abord, il faut que vous sachiez que je crois à l'adage talmudique qui dit « un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité ». Et je pense que les grandes solutions n'existent pas. Et que si nous sommes au quotidien capables de faire des petites choses, on va y arriver. Une petite solution déjà, que j'ai testée, vérifiée, j'ai l'honneur de pouvoir former des formateurs. On demande, vous voyez, par exemple, ça fait partie de l'intelligence rabbinique, on me demande d'être rabbin, de faire attention à la cache-route, de faire les mariages, de faire les enterrements. Et on me dit aussi de former les mariés. Moi, je veux bien, mais quand j'ai 40 à 50 mariages par an, je ne peux pas. Donc, l'intelligence rabbinique est de dire il faut déléguer. Pour déléguer, il faut être sûr du formateur. Donc, j'ai formé des gens pour devenir des formateurs. Pas simplement l'erreur qu'on a fait d'avoir formé que les filles. Parce que c'était pas normal et c'était injuste de former des filles au mariage, alors que les garçons n'avaient aucune connaissance ni de la loi, ni surtout de ce qu'était un mariage. Donc j'ai formé des formateurs, et dans cette formation-là... Mais ça ne résout pas... Ah non, mais juste dans 2 secondes, vous allez comprendre. Dans ce module de formation que j'ai créé, il y a à l'intérieur une petite parenthèse qui ne fait pas partie de la formation et que j'insère en parenthèse sur la gravité et tous les textes que nous avons sur la gravité du mari récalcitrant. Mais est-ce que vous entendez, est-ce que vous comprenez que attendre son guet est une violence morale pour une femme? Et quand on voit les difficultés qu'il y a dans le service des divorces au consistoire aujourd'hui, c'est pour certains un véritable scandale. Ça veut dire que pour certains qu'ils disent, et elles vous disent que parfois c'est une complicité des rabbins avec le mari, c'est-à-dire on monnaie le guet. Alors, est-ce que vous allez accepter cette situation? Non, j'accepte pas cette situation, mais encore une fois, vous savez, je vais vous donner une petite suite à ces modules de formation. Eh bien, un jour, un des khatanim a divorcé, il a donné le guet, et il m'a appelé, et je lui ai dit, je suis fier de toi, parce que c'était un divorce compliqué. Et il m'a dit, mais je vous le dois. Et je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que vous me l'avez appris. C'est-à-dire que ça reste quelque part. Et même ces jeunes-là, qui on espère vont rester mariés, eh bien dans leur entourage, ils ont un cas de guet,
eh bien, ils vont dire, mais c'est très grave. Mais pour Donc, mettre, on pour doit mettre en dire route d'abord... ce chantier, Laurent Béros, Oui. c'est du temps. Mais entre-temps, est-ce que vous seriez prêt à mettre en œuvre rapidement une application nationale pour faire évoluer cette situation? C'est-à-dire que ce ne soit pas simplement régional, mais il y a aujourd'hui des problèmes, il y a dysfonctionnement à l'égard des Haguenots, des femmes, du Guet, etc. Et c'est une impression très désagréable qu'on a dans la communauté. Est-ce que vous allez vous engager et est-ce que vous accepteriez, une question subsidiaire, à reconnaître des actions pénales à l'encontre des maris récalcitrants pour faciliter justement l'obtention d'un Guet? Si oui, dites-nous comment, et sinon, pourquoi, et alors, et que faire? Donc, c'est le deuxième volet de ma réponse. La première, c'est travailler en amont. Je trouve que dans la communauté, on est souvent des pompiers. On nous appelle quand il y a des feux. Et je pense qu'il en est fini ce temps. Il est impératif que nous puissions prendre notre destin entre nos mains et anticiper les problèmes plutôt que de les subir. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que nous avons cette chance d'avoir rendu obligatoire la formation des mariés. Donc c'est très important ce que je dis. La deuxième chose, c'est la solidarité communautaire. Et de nouveau, je vais vous donner un exemple. J'ai un cas d'une jeune fille avec un mari récalcitrant. On essaye de lui parler, on essaye de faire beaucoup de choses. À la fin, eh bien, on va crescendo et on va dans sa communauté. Et je me rends compte que dans sa communauté, ce jeune homme lit la Torah. Je dis donc au rabbin qu'on ne peut pas donner la lecture à un mari qui garde le guet à sa femme. Et la réponse est choquante. Il me dit, oui, mais sa famille assure grosso modo 60% du budget de la synagogue. Alors, c'est ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit d'abord que je trouvais que c'était aberrant. Mais je lui ai dit que s'il fallait lui trouver des fonds pour faire fonctionner sa synagogue, on en trouverait, mais qu'il fallait plus lui donner la lecture de la Torah. Alors on vous verra à l'œuvre dans ce domaine, sur le plan des Haguenots et du Guet. Vous allez faire avancer. C'est primordial. Il faut travailler en amont, et bien entendu, avec ce qui nous reste à faire. Il y a aussi beaucoup, je parle de solidarité communautaire, vous savez, on avait fait passer un message. Est-ce que vous allez appuyer, Laurent Béros, les décisions du rabbinat européen prises à Berlin en 2013, en présence des deux grands rabbins d'Israël? C'était celle d'appuyer, de protéger la dignité des femmes en leur accordant leur confiance, parce qu'elles nous confient en réalité leur avenir. Elle vous confie à vous, rabbin, pas à nous. Mais cette difficulté, il y a aujourd'hui au niveau européen une espèce de compréhension de la situation, et on a l'impression apparente que dans les services du Guet et des Haguenot au consistoire, il y a une difficulté majeure. Il y a une difficulté, mais il y a aussi des cas très atypiques. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, le consul de Tel Aviv m'appelle, me dit « Monsieur, nous avons un monsieur qui est emprisonné à Ramallah dans une prison parce qu'il ne donne pas le guet. Il avait été coincé en Israël, donc c'est formidable parce que... À Ramleh. À Ramleh. Et donc, il était là-bas depuis 10 ans. Il m'a dit, nous ne pouvons pas, nous, la France, prendre en charge ce patient-là, c'est pas possible. Et là, j'ai une idée rayonnante, je trouve. Je lui dis, mais on pourrait pas lui envoyer en cellule un psychiatre? Et en fin de compte, c'était un problème psychiatrique, tout simplement. C'est-à-dire que pour lui, le guet était quelque chose qui n'existait pas. C'était un monsieur qui venait d'Afrique du Nord, et qui, pour lui, eh bien, quand on était mariés, c'était vita aeternam. Alors, Laurent Béros, voilà. Il va être bâtisseur, il va être psychologue, il va être pédagogue, il va être formateur. Alors, il y a un problème, à part les Haguenot et le Guet, qui sont des problèmes très, très douloureux aujourd'hui dans notre communauté, mais il y a le problème des conversions. C'est-à-dire, comment améliorer, monsieur le rabbin Béros, si vous êtes élu, comment pensez-vous améliorer l'accueil et l'accompagnement des candidats à la conversion en leur proposant un parcours de vie juive cohérent? Pas aujourd'hui, le service des conversions, c'est un vrai problème qu'on n'a pas surmonté. L'accueil des gens, la manière dont on les accueille, et il y a quelque chose qui n'est pas dans l'ordre de l'éthique et dans la morale juive. C'est vrai, je ne connais pas bien le service des conversions. Je sais que le rabbin Marciano fait un travail remarquable et que ce n'est pas non plus un travail facile. Le problème, je vais vous expliquer, c'est qu'il n'y a pas une rencontre, ce qu'on appelle one-to-one. C'est-à-dire qu'il est important, plutôt que de recevoir une lettre qu'on a pu faire écrire, rencontrer le candidat, parce que pour moi, il n'y a pas
mieux que le contact. Donc, plutôt que d'écrire des Oui, courriers, mais bien le recevoir. on reçoit les gens. La halakha, c'est une chose. Appliquer la halakha de Bien la sûr, conversion. non, les recevoir. Non, ils sont très mal reçus. Les témoignages que j'ai sous les yeux. Alors, ça doit être. Alors, on doit Très mal revoir. reçus et pas toujours d'une manière respectée et pas toujours d'une manière, en tout cas, qui est valorisante pour les gens. C'est déjà difficile pour quelqu'un de faire le pas, d'aller vers la conversion. En plus, se voir attribuer et dire des phrases déplacées à l'égard de certaines. Est-ce que vous allez remédier à cet accompagnement? Pour moi, la conversion, c'est un contrat de confiance. Et je mets toute ma confiance. J'ai converti des centaines de personnes. Même un père qui est juif, Et un une père mère- qui est juif, et une la mère- maman n'est pas juive, est-ce que c'est une conversion pour vous de l'enfant ou une régularisation? Pour moi, c'est une conversion, tout simplement parce que Mais pourquoi vous appelez ça une conversion, M. Béros? la filiation passe par la mère. Donc, Oui, mais je ne peux pas dire que cet enfant, il est complètement pas juif. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il est à l'école, on peut le traiter de sale juif puisqu'il a un nom juif. Donc, de par son nom, je lui dois le respect. Mais, de par la halakha, je dois aussi prendre en compte et l'accompagner. Et c'est ça qui est important. Et je vais vous donner un exemple concret. mais vous-même, vous avez dit qu'un rabbin, il est bâtisseur, il est solidaire, c'est la réunification de toutes les forces, etc. Mais qu'est-ce que vous allez faire de tous ces enfants qui sont issus de mariages mixtes et à laquelle on ne trouve pas de solution? J'ai une Vous solution. voulez pas... Bravo. C'est Un le- scoop à Radio J. C'est le contrat de confiance. J'appelle ça le contrat de confiance. C'est-à-dire que d'abord, on ne peut pas mettre un enfant dans un cursus, un processus d'apprentissage de la religion pour devenir juif, si la mère, qui ne veut pas devenir juive, n'accepte pas d'accompagner son enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la première chose, c'est que mon contrat de confiance, c'est avec la maman. Est-ce que vous voulez accompagner votre enfant? Nous allons le prendre en charge. Mais si demain, il sent que nous, on l'oblige, il émet la volonté de venir à la synagogue, de manger cachère, est-ce que vous allez l'accompagner ou pas? J'ai des mères qui me disent non. Pire que ça, j'ai des pères qui me disent non. Voilà. Donc, il faut C'est des aussi... cas particuliers. Moi, je parle d'une normalité. Par exemple, dans les écoles juives, monsieur le rabbin ça Béros. existe, ça existe. Oui, c'est des cas très particuliers. Mais à partir de cas particuliers, je ne vais pas faire une généralité. La généralité, c'est ce qu'on vient de voir. Mais ce que je vous demande, c'est de comprendre que, par exemple, dans une école juive, quand un enfant il est issu d'une mère non juive, le directeur de l'école dit, écoutez, on l'inscrit, mais vous devez nous donner un document du Beddin de Paris comme quoi vous avez ouvert un dossier de conversion, de régularisation. Ça, c'était les paramètres SIRAT. Et donc, est-ce que ces paramètres, on ne peut pas les alléger maintenant dans la réception, pas d'un élève d'école, mais simplement d'un couple lambda? Dans le cas du contrat de confiance que nous allons établir avec le candidat et le père et la mère, C'est pas j'insiste. suffisant. Une fois que la mère me dit « je suis prêt à accompagner mon enfant », on peut l'inscrire au Talmud Torah et en école juive, ça pose plus de problème puisque j'ai un contrat de confiance. Mais vous allez accélérer la conversion, vous allez mettre des bâtons. Alors, regardez, juste, je veux enlever un tabou. J'ai, en province et à Paris, avec le rabbin Marciano, converti beaucoup de gens qui se sont convertis en 18 mois, en 24 mois. Et il n'y a eu aucun bâton dans les roues. Il y a simplement... C'est énorme, monsieur le rabbin Béros. 24 mois, c'est énorme. Mais parce que le candidat n'est pas prêt. Mais si j'ai un candidat qui, au bout de 6 mois, 1 an, est prêt, voilà. et que lui me dit « je suis prêt », parce que moi, c'est un contrat de confiance. Ah, d'accord. Moi, j'ai des Donc, candidats... votre contrat aussi, c'est temporel. Ça veut dire que vous J'ai pu donnez pas convertir une des date. gens en 1 an. J'ai pu convertir des gens en 1 an parce que il faut l'apprentissage. Mais pourquoi ça ne se sait pas, ça, monsieur le rabbin Béros? Il faut que vous soyez candidat au Grand Rabbinat de France pour qu'on vous découvre. Écoutez, c'est quelque chose que j'ai appris auprès du grand rabbin Waknin, le grand rabbin de Marseille, à l'époque, Jacques, qui m'a formé, parce que j'ai été formé par lui. C'était mon grand rabbin de tutelle. Vous voyez, quand je vous parlais de l'importance du grand rabbin de tutelle. Et c'est lui qui m'a dit que ce contrat de confiance était à établir. Et je pense que malheureusement, aujourd'hui, eh bien, on a rendu trop anonyme Le Grand la Rabbin de conversion. Paris serait d'accord avec vous? J'en ai jamais parlé au Grand Rabbin de Paris, mais il n'y a rien d'aberrant dans ce qu'on dit, dans la mesure où on va accompagner quelqu'un qui veut eh bien, être accompagné. C'est Et ça en qui est plus, important. c'est conforme à l'halakha. C'est tout à fait conforme à la halakha. Alors donc, vous allez faire des grands progrès sur le plan des conversions, vous allez améliorer, vous allez vous appuyer sur les décisions rabbiniques pour les agonotes, vous allez essayer de trouver des solutions, et vous allez mettre en place un processus
d'apprentissage de la bat mitzvah. Pourquoi, monsieur le rabbin Béros, dans votre propre communauté, vous refusez la bat mitzvah Shabbat matin? C'est étonnant. Alors, refuser, c'est faux. Refuser. Ouais, Des témoins de Sarcelles disent... Non. Attendez, je vous donne la question, je n'ai pas la réponse. Beaucoup de témoignages, vous savez, on prépare cette émission. Bien sûr. Beaucoup de témoignages. Il n'y a aucun problème. J'assume. C'est un rabbin exceptionnel, etc. Mais sur le plan de la bat mitzvah, il est fermé et intransigeant. Voilà ce qu'on dit de vous. Alors, à Sarcelles d'abord... Ah, vous acceptez dimanche matin. Oui. Alors, à Sarcelles d'abord, je vous assure, vous pouvez me croire, je n'ai jamais eu une seule demande d'une bar mitzvah le Shabbat, tout simplement parce que les familles aiment se regrouper et qu'elles viennent de Paris. Ne dites pas ça, j'ai trois familles. Il faut vraiment les envoyer parce que peut-être c'est passé par un autre canal, mais par moi, c'est jamais passé. Quand je vous dis quelque chose, j'ai pas ni langue de bois, ni mensonge dans ma bouche. Donc, si vous voulez, il est possible que ça soit arrivé. Est-ce que vous pouvez vous engager en tant que grand rabbin de France à rétablir les blot mitzvot pour Shabbat matin? Moi, je dis que la bat mitzvah, c'est un problème de la faire le Shabbat. Pourquoi? Pas pour l'office. Oui. C'est parce que souvent, on invite toute la famille. Comment les gens vont venir? Donc, vous les incitez à faire un chilul Shabbat. C'est ça le vrai problème. Le problème, pourquoi on a fait, quand un nazir tombe un Shabbat, eh bien, on le fait jeudi. Depuis très longtemps, depuis la Tunisie, le Maroc, les rabbins avaient pour habitude de le faire jeudi. Et j'ai parlé un jour à un grand rabbin qui m'a dit, eh bien parce que les gens, Shabbat, venaient en voiture. Donc on l'a fait jeudi. C'est exactement la même chose. C'est pas le Shabbat le problème, c'est Personne ne vous croira, monsieur le grand rabbin, pour dire ça. C'est pas simplement... C'est vrai qu'il existe ce problème, mais on peut trouver des solutions. On trouve des solutions, ensuite il faut voir. Mais c'est au rabbin de trouver les solutions. C'est pas au public. Non, mais si vous voulez, lorsque j'ai quelqu'un qui me dit, vous êtes à Sarcelles, par exemple. Mais vous n'êtes pas à Sarcelles, vous êtes grand rabbin de France. Je suis grand rabbin de France et quelqu'un me dit, je suis à Marseille. Vous êtes une autorité morale. Et j'ai quelqu'un qui est à plan de cul qui doit venir en voiture. Si je fais ma bat mitzvah, je vais dire non, c'est pas possible. Mais voilà. Et s'ils viennent pas en voiture, vous la ferez Shabbat? Alors, c'est quoi le problème de Shabbat pour vous? Juste pour comprendre. Toutes les jeunes filles montent sur la Teva à lire son discours. Non, mais ça pose aucun problème qu'une jeune fille... Shabbat matin? Mais ça pose pas de problème. C'est pas ça le problème. Vous accepteriez? Mais je vois pas où est le problème. Ah ben parce que oui, certains rabbins, beaucoup de vos collègues interdisent. Je sais qu'il y a certains rabbins qui, une fois, j'ai une ministre qui est venue. Ah, c'est un véritable scoop sur Radio J. Non, mais j'ai une ministre un jour qui est venue, d'accord, qui est venue et qui me dit qu'il reste chez les femmes et qui ne monte pas sur la Théba, et qui me dit non, je ne peux pas monter sur la Théba, et je ne peux pas parler parce que je suis une femme. J'ai trouvé ça scandaleux, mais c'est ce qui s'est passé dans une synagogue. Donc, il y a un moment où il faut arrêter de fantasmer. Une femme peut monter à la Théba, elle peut faire un discours, ça pose pas de problème. Le problème, souvent, c'est que la bat mitzvah... Pardon, le rabbin, vous connaissez Shira Mirvis? Non. Alors, je vais vous dire qui c'est. C'est une rabbinite qui vient d'être élue à 83% en tant que rabbin de la communauté orthodoxe de Shirat HaTamar à Efrat. Ah oui, j'ai entendu parler. Donc, c'est un événement. Oui. Voilà une orthodoxe qui est élue comme rabbinite orthodoxe, Shira Mirvis, à Efrat. Qu'en pensez-vous? Je demande à voir quelle va être sa mission. Est-ce qu'elle va diriger la communauté? Si elle est orthodoxe, comment va-t-elle la diriger? De la Ezrat Nashim, à l'intérieur de la synagogue? Comment va-t-elle pouvoir faire un mariage, par exemple? C'est mes questions. Très bonne question, mais je veux dire, la femme, dans la société en général, Laurent Béros, la femme peut être aujourd'hui plombier, médecin, archéologue, cosmonaute, astrologue, elle peut être tout. Elle a trouvé sa place dans la société. Or, il semblerait que la femme juive n'ait pas trouvé sa place dans la synagogue. C'est une réalité pour vous? Non, ma femme... L'étude, le limoud... Je pense qu'il y a... Est-ce qu'on a le droit d'exclure 50% du peuple juif? Non, c'est interdit. Ma femme est rabbin, parce qu'elle m'épaule, elle fait énormément de choses. Mes filles sont des grandes mathématiciennes. Elles ont fait des très hautes études en mathématiques. Et elles me disent, papa... Vos 11 enfants font des mathématiques? Non, pas 11, non. Mais il y en a 2 qui ont été très poussés en mathématiques. Et elles me disent, papa, on nous dit que le Talmud, c'est une science des méninges. On a envie de faire travailler nos méninges. Est-ce qu'on peut étudier? Mais avec plaisir, mes filles. Et j'étudie
des passages talmudiques durs, pas des petits passages de Haggadah. Donc, en quoi ça dérange? Si c'est ça que ça intéresse, et mes filles, en fin de compte, me disent, tu sais papa, je voulais te dire, c'est pas très intéressant, en fin de compte. C'est-à-dire que des fois, elles me disent, c'est intéressant, la démarche philosophique, et surtout intellectuelle, est très intéressante, et donc, pourquoi ne pas faire découvrir à nos filles une démarche intellectuelle du Talmud? Moi, je vois pas le problème. Mais parce que, Laurent Béros, vous transmettez à vos enfants, pas ce que vous savez, mais ce que vous êtes. C'est ça qui est important dans la transmission. Alors, rapidement, par des réponses courtes, est-ce que, au service de la jeunesse, de la communauté, de la société, est-ce que vous avez imaginé en tant que grand rabbin de France de nommer un aumônier des étudiants? C'est primordial. C'est important. Des étudiants, des facultés, très important. Et il est très important d'arrêter d'attendre que la jeunesse vienne à la synagogue. Nous devons aller vers la jeunesse. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se servir de la jeunesse juive comme main d'œuvre, mais se servir comme maître d'œuvre. Alors, une question, le rabbin Laurent Béros, pour les quelques minutes qui nous restent. Israël. On a assisté à une polémique dans Actualité Juive il y a quelques semaines sur le rabbin de Aliyah, de sionisme, etc. Est-ce que vous regrettez la décision de certains rabbins d'avoir refusé d'aller à l'invitation du président Rivlin lorsqu'il vous a invité de passage à Paris il y a 2 ans? Oui. Vous regrettez? Qui a été invité? Les rabbins ont été invités, mais pas tous les rabbins ont été invités. Certains rabbins ont été invités. Il fallait y aller. Aujourd'hui... Vous dites qu'il fallait y aller. Le grand rabbin de Paris a refusé d'aller. Avec quand il y a eu le président Rivlin a invité les rabbins français consistoriaux à une invitation et les rabbins ont refusé d'aller à cette invitation. Il y a 2 ans. Mais rappelez-moi, il y avait quelqu'un avec lui, je ne me rappelle plus. Il n'y a que le grand rabbin de France qui a assisté, Chaim Korsia. Sous prétexte qu'il y avait des rabbins d'une autre tendance. Ah, d'accord. Donc il y avait effectivement, c'est pas le président de l'État d'Israël qui a invité les rabbins, il y avait le président d'Israël qui a invité l'ensemble, on va dire, des notables de la ville. Non, des rabbins. Des rabbins, l'invitation et donc des rabbins libéraux, c'est ça qu'il faut dire. Le président de l'État d'Israël, je répète parce que j'ai le document sous les yeux, il a invité les rabbins consistoriaux comme il a invité des rabbins de libéraux. Et beaucoup de rabbins ont refusé de cette invitation. Est-ce que c'est une faute? Écoutez, il faut voir le contexte et quelle place... Vous, grand rabbin de France, vous feriez comme l'actuel grand rabbin de France, il est allé? Vous seriez allé? Écoutez, ma difficulté aujourd'hui dans votre question, c'est de savoir quelle était la problématique. Je n'ai pas suivi, moi, cette actualité, mais je voudrais bien comprendre, j'aime bien comprendre toujours pourquoi le grand rabbin de Paris, quand même, c'est quelqu'un d'intelligent, et que s'il a refusé, c'est qu'il y avait quelque chose. Quoi? Alors, j'ai l'impression que je ne sais pas, donc il m'est difficile de vous répondre. Est-ce que le grand rabbin de France est parti? Ça m'étonnerait que le grand rabbin de France soit parti sans l'accord alors que le grand rabbin de Paris n'y allait pas. Donc peut-être qu'il est parti et qu'il a trouvé quelque chose, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne vois pas le lien avec la Aliyah. Non, je veux dire qu'Israël, c'est Aliyah. Mais je veux dire, est-ce que vous réalisez, Laurent Béros, que les auditeurs, que le grand public est en train de vous découvrir? Parce que ce que vous expliquez, c'est un itinéraire exemplaire. C'est gentil. Et donc, qu'est-ce que vous leur diriez en quelques mots avant cette élection? Je dirais qu'aujourd'hui, la France a besoin d'un homme de combat, de terrain, et d'animation et de rassemblement. On est souvent dans la communauté en train de vouloir créer une énième institution, de nouveau, quelque chose de nouveau et encore quelque chose de nouveau. On ne sait pas assez utiliser l'existant. Nous devons puiser dans ce qui existe aujourd'hui, et notre jeunesse, elle est formidable, mais elle est complètement abandonnée. J'ai la chance de parcourir plus de 3000 km au mois de juillet dans les colonies et de vacances, et je peux vous dire que lorsqu'ils voient un rabbin arriver, dans toutes les colonies, sans exception, vous savez ce qu'ils me disent? C'est la première fois qu'on voit un rabbin en dehors de la synagogue. Merci, monsieur le rabbin Laurent Béros, d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, donc les élections auront lieu dimanche 6 juin 2021. Merci beaucoup. Merci à vous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.